Les élites, les hyper-élites ont une religion, c'est le satanisme. Et ces gens ont comme optique réellement de détruire l'humanité. Les médias traditionnels, tout ce qui est dit, tout est faux. Moi je suis ni contre les chambregards, je dis prouvez-moi que j'en existe. Il y a un réseau pédophile géant qui alimente les plus puissants de ce monde. Je pense sincèrement que ceux qui tombent dans le complotisme, soit c'est des sociopathes, soit c'est des psychopathes. Le chaos et la barbarie seront la norme des prochaines années, juste avant l'installation définitive du nouvel ordre mondial. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive. Aujourd'hui, un Français sur 4 serait perméable à des thèses plus ou moins complotistes. Le phénomène a été accru par la récente épidémie liée au Covid-19. Tant et si bien d'ailleurs que le gouvernement a mis en place une commission d'experts qui va proposer bientôt des contre-feux. Car l'actualité récente le prouve, ces mouvements n'hésitent pas à passer à l'acte. Assassinat de gendarmes, kidnapping d'enfants, mais aussi menaces de mort contre des députés à l'occasion récemment du débat à l'Assemblée sur le pass sanitaire. Alors pendant des mois, nos équipes ont infiltré ces mouvements qui ne prospèrent pas seulement sur la toile, ils organisent aussi en pleine nature des stages pour apprendre à survivre en cas de fin du monde, pour manier les armes ou pour faire sécession face à l'État français. Enquête sur un phénomène inquiétant, la montée en puissance des conspirationnistes et des mouvements survivalistes en France. C'est un document signé Damien Fleurette pour Ligne de Front et Enquête exclusive. Bonjour à tous. Voici la vérité sur le vaccin que le nouvel ordre mondial veut nous imposer à tous. Le Covid-19 a été fabriqué en France. Ce vaccin va vous enlever tout moyen de guérir d'une quelconque maladie, le crime parfait contre l'humanité. Je vous souhaite bonne chance à tous. Ces propos complotistes, vous les pensiez réservés aux tréfonds d'Internet. Pourtant, en juin 2021, c'est en plein cœur de Paris que nous les avons entendus. On sait qu'il y a des particules magnétiques dans les vaccins. Donc sans nous le dire, ils nous ont injecté des particules pour nous tracer. D'après ces gilets jaunes complotistes, la pandémie a été montée de toutes pièces par le gouvernement. Ce n'est pas une pandémie, mais une plandémie organisée depuis des mois. Respirez, mesdames! Le masque ne sert à rien. Surveillés par la police, ils atteignent le Conseil national de l'ordre des médecins. Messieurs les policiers, on a besoin d'une grenade, là, s'il vous plaît, on a balance pas un siège là. De plus en plus virulents, les complotistes reprochent au Conseil de l'ordre de ne pas s'être opposés à la vaccination. Une institution véreuse, créée sous Vichy et qu'il est temps de voir disparaître. Ils n'hésitent pas à faire référence à l'occupation nazie et accusent les médecins de collaborer avec un ennemi. L'ennemi, d'après ces complotistes, c'est un groupe de personnes puissantes et maléfiques qui chercheraient à nous exterminer. Les élites, les hyper-élites ont une religion, c'est le satanisme. Et elles le diffusent partout. Vous avez vu que à la télé, je veux dire, on voit tous les présidents qui font des gestes comme ça. Je veux dire, ils ne cachent même pas qu'ils sont dans ce délire-là. Et ces gens ont comme optique réellement de détruire l'humanité. Avec leurs propos délirants, ces femmes et ces hommes ne représentent pas qu'un petit groupe d'illuminés. Les complotistes sont aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers et ils n'ont jamais été aussi dangereux. Avec la pandémie, le complotisme a explosé en France. Tous les milieux sociaux sont concernés. Le phénomène se nourrit d'un profond sentiment anti-élite et de la peur du vaccin. On sait où ils vont droit dans le mur parce que moi, leur vaccin, ils vont se le mettre où je pense. En à peine un an, des figures ont émergé. L'ennemi est trop puissant. Il a inventé des outils d'asservissement de tous les côtés. Ces stars du complotisme relaient des théories chocs et totalement fausses, souvent venues des États-Unis. Ces injections sont capables de contrôler à distance votre comportement, mais également votre activité cérébrale par le biais de la 5G. Sur Internet, leurs vidéos sont partagées des millions de fois. Nous avons plongé dans un univers parallèle
où des maîtres à penser complotistes règnent en maître. On ne peut croire aucune information délivrée par un grand média. Tout est une illusion de ce qu'on connaît. Après des mois d'enquête, nous sommes parvenus à infiltrer un groupe surveillé par les services de renseignement. Le mouvement One Nation, 4000 adeptes, est en train de faire sécession avec l'État français. Je veux savoir si c'est vraiment bien fait, les passeports, les pièces d'identité. D'après sa fondatrice, le gouvernement est constitué de criminels, pédophiles et satanistes. Il y a un réseau pédophile géant qui alimente les plus puissants de ce monde. Cette croyance, issue de légendes moyenâgeuses, a même poussé des complotistes à enlever des enfants, selon eux, victimes de pédophiles. Nous, on jouait dans la cour qui est là-bas. C'était le jour J du kidnapping. Aujourd'hui, les complotistes passent à l'acte. En décembre 2020, un homme surarmé fait un carnage et tue 3 gendarmes dans le centre de la France. C'est une véritable scène de guerre. Des centaines et des centaines de douilles. Les services de renseignement redoutent ces complotistes radicaux, dont certains proches de l'ultra-droite s'entraînent avec des armes de guerre. Dans les Pyrénées-Orientales, nous avons passé plusieurs jours avec un groupe qui se prépare à l'effondrement. C'est bien les armes, mais après il faut se constituer les communautés. Leurs discours complotistes, xénophobes et antisémites sont glaçants. Moi je suis ni pour ni contre les chambres. Je dis prouvez-moi que j'en existe. En octobre 2021, les autorités ont déjoué 2 projets d'action violente menés par des complotistes. La justice s'attaque désormais au phénomène. Enquête sur la menace complotiste et ces Français dont l'œil déforme la réalité. Au milieu de l'été 2021, l'Assemblée nationale doit voter pour ou contre l'instauration du pass sanitaire. La parole est à M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Alors que 16% des Français refusent la vaccination, devant les députés, le ministre de la Santé s'indigne. L'histoire de la vaccination est indissociable de contestations véhémentes qui ont tenté de faire obstacle à ce qui reste l'une des plus belles œuvres du génie français. Olivier Véran pointe tout particulièrement la frange complotiste des anti-vaccins. Car depuis quelques jours, elle se radicalise. Dans son bureau de l'Assemblée nationale, le député Hervé Solignac en sait quelque chose. C'est un mail qui m'a été adressé de manière parfaitement anonyme, puisque le nom c'est mort, le prénom c'est mort et l'adresse c'est mort@mort.mort. Les quelques lignes du message ont secoué le député. Je suis armé jusqu'au cou, faites bien attention à ce que vous allez voter concernant le pass sanitaire, vous n'avez pas intérêt à vous tromper de bouton et je suis sérieux. Pourquoi moi ? Peut-être parce qu'à un moment donné, j'ai dit que je croyais au vaccin et je continue à croire au vaccin et je continue à penser que c'est la seule solution et je continuerai à le dire. Au moins 4 députés ont reçu les mêmes menaces de mort. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. En rejoignant l'hémicycle, Hervé Solignac s'inquiète de la montée en puissance du complotisme. C'est un sujet éminemment politique. Si on n'est pas capable de répondre aux interrogations légitimes de Français qui s'interrogent sur ce vaccin, oui, le complotisme finira par grandir. Jusqu'à quel point, je n'en sais rien. À quelques mètres de là, un homme semble cautionner la violence. Ils sont en train de vouloir m'obliger à me mettre un poison dans le sang, c'est-à-dire à me suicider. Si on dit maintenant je t'ordonne de te suicider, qu'est-ce que vous allez avoir ? Va te faire foutre, hein ? Voilà, va te faire foutre. Et si tu t'approches plus, eh ben, je vais te foutre un bon poing dans la gueule. Voilà, Laurent Chrétien-Marquet a organisé une manifestation pour protester contre le vaccin. Alors que de plus en plus de monde arrive, il est abordé par 2 policiers. Oui. La police, enchanté. Ah, enchanté. Nous, on est là pour la manif, en fait, pour l'encadrement. On sera plusieurs et on sera là pour que ça se passe bien. Formidable. Laurent est fiché par les services de police. Car ce n'est pas le premier rassemblement qu'il organise. À chaque fois, ses propos dépassent la seule question du vaccin. Ils tiennent tout le gouvernement par là où il faut. Ils nous assujettissent, ils nous rendent esclaves. Exactement, vérité. À partir d'aujourd'hui,
Ça y est, la guerre est déclarée. Et nous ne lâcherons pas. Pendant plusieurs heures, Laurent va appeler à renverser le gouvernement. Pourquoi cet ancien ingénieur des télécoms est-il devenu à ce point anti-système? La vie de Laurent a basculé il y a 20 ans, avec les attentats du 11 septembre. Pour lui, le drame n'est qu'un gigantesque complot. Et depuis ce jour, Le pays est en très très grand danger. Le gouvernement nous a déclaré la guerre. il voit des conspirations partout. En ce moment, c'est au Covid-19 qu'il ne croit pas. Toute la pandémie est d'un coup montée, je veux dire, de A à Z. Voilà, je veux dire, tout est fait, planifié. Ce vaccin, il est imposé pour des raisons Financières, uniquement financières. Le vaccin ne vaut rien. Il ne sert absolument à rien. À qui profite le crime? Voilà. Qui gagne, voilà, à ce qu'il y ait cette pandémie? Réponse d'après Laurent, l'industrie pharmaceutique. Cette théorie, il l'a découverte sur Internet. C'est vraiment l'outil de base, c'est Facebook, c'est là que ça se passe. À 67 ans, Laurent ne croit que ce qu'il voit sur Facebook. Il est séparé, il vit seul. Il ne lit plus les journaux et ne regarde pas la télévision. Les médias traditionnels, tout ce qui est dit, tout est faux. Quand vous lisez quelque chose sur Facebook, vous êtes sûr que c'est vrai? Oui. On a, de toute façon, quand quelque chose est faux, on le voit tout de suite. Sur ces groupes Facebook, les mesures sanitaires sont assimilées à du fascisme. C'est un appel au boycott qui symbolise le refus de se soumettre au pass sanitaire pour faire ses courses, pour aller au resto, pour vivre. Laurent, comme beaucoup de complotistes, fait la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale. C'est Ausweis, voilà, papier, bitin, voilà, et si vous n'avez pas les papiers, Verboten, les Allemands n'ont pas fait pire. Pendant ce temps, dans l'hémicycle, Vous laissez les orateurs s'exprimer dans le calme. Face à cette pandémie, nous n'avons que de mauvaises solutions. le pass sanitaire est finalement adopté. La seule vraie bonne réponse est la vaccination. Merci, chers collègues. Et partout en France, le complotisme va se répandre, comme un virus. Un mois plus tôt, un rassemblement inquiétant se tenait déjà à côté d'Avignon. À l'entrée, encore une comparaison douteuse avec la Seconde Guerre mondiale. Et à l'intérieur, une vingtaine de stands qui promettent de dire la vérité sur la pandémie et le vaccin. C'est scandaleux, mais qui ça scandalise? Nous? Mais l'événement de la journée, c'est cette conférence des stars du complotisme français, réunies dans une ambiance mystique. Dans le public, le chanteur Francis Lalanne. Merci beaucoup. Vous êtes en mission. Sur scène, un ancien journaliste, Richard Boutry, ex-présentateur du journal de France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal, la journée de Lyon. Il relaie aujourd'hui des théories conspirationnistes sur le vaccin anti-Covid. Vous savez, je reçois en parallèle des rapports internationaux médicaux toute la journée. Et tant de personnes vous avertissent que ces injections sont capables de contrôler à distance non seulement votre comportement, mais également votre activité cérébrale, notamment vos neurones par le biais de la 5G. La puissance d'un... Il y a aussi Louis Fouché, fondateur d'un média qui diffuse de fausses informations sur la pandémie, un proche de Didier Raoult. Je comprends pas pourquoi on nous impose des choses dont on n'a rien démontré que c'était utile à endiguer le spread épidémique. Et donc j'ai juste crié... Ici, ceux qui refusent le vaccin, mais ne croient pas pour autant à l'existence d'un complot, sont priés de quitter les lieux. Je veux parler parce qu'il est important d'arrêter de désinformer. Mais monsieur, Important d'arrêter de passer pour des guignols. Ok, de toute façon, on va continuer. Ce jour-là, le complotisme a des allures de secte. Une femme est particulièrement attendue par le public. Bonjour. Son discours radical, C'est obligé de jouer.
ne va choquer personne. Je considère que je suis un territoire à moi toute seule. Donc je fais sécession avec le territoire majoritaire qui est la République française, qui m'impose des choses auxquelles je ne consens pas. À sa sortie de scène, nous tentons de l'approcher. À plusieurs reprises, elle tourne le dos à notre caméra et finalement refuse de nous parler. On peut arrêter de filmer, s'il vous plaît? C'est bon là. Ici, tout le monde semble vouloir la protéger. Qui est cette femme? Pour le savoir, nous plongeons dans la complosphère. Sur Internet, elle ne se cache pas, bien au contraire. La voici, Alice Pazalmar, 34 ans, une ancienne infirmière. Coucou, j'ai choisi de m'appeler Alice et je suis comme toi, une étincelle unique et indispensable du cosmos. Elle poste des vidéos depuis 3 ans, mais c'est avec la pandémie que sa popularité explose. Aujourd'hui, presque 35 000 personnes sont abonnées à sa chaîne YouTube. Elle cumule plus d'1,5 million de vues. En juin dernier, elle brûle son passeport et appelle à faire sécession avec l'État français. Je refuse de reconnaître cette autorité illégitime. Alice Pazalmar est persuadée que nous vivons tous au cœur d'une gigantesque manipulation. D'après elle, la pandémie n'est qu'une illusion. On ne peut croire aucune information délivrée par un grand média. Vous imaginez bien que les gros financiers derrière les médias, ils ont bien quelques millions à dépenser pour acheter des acteurs, des blouses, un morceau d'hôpital, et on te filme ce qu'on veut, ce qu'ils veulent. Tout ça, c'est un montage au sens de montage vidéo. Tout est une illusion de ce qu'on connaît. Pour diffuser sa pensée complotiste, la jeune femme a fondé un mouvement baptisé One Nation. Le groupe existe depuis 2 ans. Sur la messagerie cryptée Telegram, il réunit près de 4000 personnes. En nous faisant passer pour un adepte, nous contactons Alice Pazalmar. Bonjour Alice. Coucou. Régulièrement, un peu partout en France, elle organise des stages. Elle les appelle des ateliers de souveraineté. Je voudrais savoir s'il est toujours possible de venir au week-end atelier de souveraineté. Oui, il reste 2 places. Je vous note. On se retrouve vendredi en fin d'après-midi. Le stage doit donc durer un week-end et il est gratuit. Nous avons rendez-vous à 1 heure de route de Bordeaux. Nous filmons en caméra cachée. Le stage va se dérouler ici, au milieu d'une forêt, dans ce gîte, prêté par son propriétaire. Alice Pazalmar nous accueille. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Merci. Dans la salle, 22 membres de One Nation. Autant d'hommes que de femmes. Ils ont entre 25 et 70 ans. Il y a même des enfants. Alice se lance dans un monologue profondément anti-système. Il n'y a pas de mode d'emploi pour sortir de la République française. C'est interdit de prôner la dissidence, hein. C'est interdit. Voilà, j'ai découvert qu'il existait un outrage à drapeau. Tu sais, c'est des violations graves aux yeux de la République. Voilà, moi je fais tout ça et je suis en liberté. Le discours se termine par une séance de méditation. Pour ces membres de One Nation, c'était la première rencontre avec Alice. À l'extérieur, nous abordons un jeune homme. T'es venu tout seul? Ouais. Il est âgé d'une 30aine d'années. C'est un surfeur. Le discours d'Alice et surtout sa démarche l'ont séduit. Moi j'ai toujours été hors système, je suis resté depuis 9 ans, je voyage à l'étranger. Je vois pour l'arnaque, tu vois, donner la moitié de son temps à l'État finalement. Et du coup ça me parle beaucoup, tu vois, qu'il arrive à faire ça et au final il se passe pas grand chose, tu sais. Des conséquences négatives et dramatiques. Quelques minutes plus tard, nous croisons une autre membre de One Nation. Elle se fait appeler Athéna. Elle a 40 ans. Elle a rejoint le groupe il y a 6 mois et depuis elle se fiche de la loi.
En fait, je me suis fait mon propre permis. Je roule plus avec aucun papier. Moi, je me suis fait un permis limité, donc c'est un permis qui me permet de tout faire. Voilà. Je vais aller le chercher. Ah ouais, bah, j'aimerais bien le voir aussi, ouais. Sur un simple morceau de papier, à main levée, elle a écrit son nom et sa date de naissance. Ah, tu as fait vraiment toi-même, quoi. Athéna. Ah ouais. Plastifié. D'un jour à l'autre, tu t'es dit, paf, je vais faire ça. Oui, ouais, c'est ça. J'ai mon papier rose, j'en veux plus. Se fabriquer de faux documents, la pratique est courante chez One Nation. Les adeptes appellent ces papiers leur carte d'être humain. Ce mode de vie complètement à la marge, c'est ce que prône Alice Pazalmar. Depuis 2 ans, elle vit dans ce fourgon, sur les routes, seule avec ses 2 enfants. Tout ce... Ouais. Et avant, j'avais un canapé là qui faisait lit, puis j'ai fait ça cet hiver-là. Son van est aménagé, pourtant il n'est pas homologué. Il n'a même pas de plaque d'immatriculation légale. Je peux pas dormir dans la largeur parce que je suis trop grande. Ouais. Je dors dans la longueur. Il est long, tu peux pas avoir plus long. Tu peux avoir plus haut par contre. Toutes les ouvertures et tout, c'est magnifique. Une fois que t'as ça, franchement, c'est trop bien. Hein. Alice fait grandir ses enfants en dehors du système. Ils ne suivent aucun enseignement. Et tes enfants, ils sont pas scolarisés? C'est toi qui leur apprends tout? Ouais, c'est eux qui apprennent en fait. Je veux qu'ils apprennent pas ce que nous on a appris, c'est-à-dire à être formatés, à apprendre en fonction de l'extérieur. Je veux qu'ils soient leur propre référence, quoi. L'autre jour, il arrive, il me dit « Maman, 3 x 2, ça fait 6. » Je suis là. Oui, il connaît les multiplications. Je lui ai pas dit on s'assoit, on fait des multiplications, quoi. Une vie dans l'illégalité, une défiance permanente envers les autorités. La police, elle t'a déjà contrôlé quand tu étais dedans avec tes enfants? Ouais, ils m'ont arrêté à un rond-point. Eux, ils dormaient à l'arrière. Le jour, on a croisé les gendarmes, il est parti en pointe et il a dit « Maman !» Il est parti tout là-bas. Comme Alice, de plus en plus de membres de One Nation retirent leurs enfants de l'école. Il y a 2 mois, la gendarmerie a même été alertée sur un projet d'éducation alternative, monté par le groupe. Le lendemain matin, réveil aux aurores. On va faire quoi là? Alice nous emmène tous à l'ombre d'un grand arbre. Voilà, il y en a qui peuvent aller se faire vers là-bas. Par la voix, à la manière d'une chamane, elle lance une séance de méditation pleine de surprises. Il y a un animal à l'intérieur, il y a un animal qui tourne en rond, qui se sent prisonnier en cage, un animal blessé, monté, il a besoin de s'exprimer. Les membres de One Nation commencent à pousser des grognements. En quelques minutes, le ton monte. Ils semblent finalement tous possédés. Au centre, Alice reste de marbre. La séance durera en tout 5 minutes. Alice, elle, n'aura pas poussé un cri. Ça sert à quoi de faire sortir ça dès le matin? C'est toute la haine que t'as en... Quand tu la regardes, t'as clairement de la colère, des trucs pas digérés, des trucs violents, peut-être vécus dans l'enfance, des trucs, tu vois. Si t'es pas revenu dessus et si t'as pas fait le ménage et t'as pas nettoyé ça, bah c'est là, quoi. Entre psychanalyste et gourou, Alice Pazalmar a une emprise très forte sur les membres de One Nation. Et elle en profite pour les inciter à sortir complètement de la société. Je veux savoir si c'est vraiment un feu, passeport, les pièces d'identité. Une feu. Sinon, je voyais bien le retour à l'envoyeur. Non merci, j'en ai plus besoin. Donc là, des milliers de gens, tu le renvoies avec accusé de réception, tu le renvoies, puis ils ouvrent des trucs, des passeports, Et pour remplacer les papiers d'identité français, Alice a déjà créé un nouveau passeport. Nous nous sommes procuré les plans du document. Le titulaire choisit lui-même son nom et refuse de se soumettre aux lois françaises. C'est écrit ici. Je proclame la primauté de l'être biologique et conscient que je suis sur l'entité légale créée après ma naissance. Déjà la moitié des membres de One Nation, soit 2000 personnes, sont titulaires de ce passeport qui n'a aucune valeur légale.
Si le mouvement rejette toute forme d'institution, c'est parce qu'Alice croit à une théorie très répandue dans les milieux complotistes. D'après elle, les États et les gouvernements seraient constitués de criminels, pédophiles et satanistes. Il y a un réseau pédophile géant qui alimente les plus puissants de ce monde, qui transforme les enfants en esclaves sexuels dans des rituels sataniques chez les élites qui nous gouvernent tous. Cette croyance qui remonte au Moyen-Âge, tout le monde la partage chez One Nation. Certains adeptes du mouvement ont même fait beaucoup parler d'eux. Mardi 13 avril, un enfant a été enlevé. Toutes les télévisions et radios du pays diffusent ce message. Mia, 8 ans, a été enlevée dans le département des Vosges. Le kidnapping de la petite Mia a ému la France entière. La mère, membre de One Nation, pensait sa fille prisonnière d'un réseau pédosataniste. Elle l'a fait enlever par un commando de 5 hommes. Les adeptes de One Nation sont donc en lien avec des individus dangereux, malgré leurs airs de baba cool, inoffensifs. Dans le sud-ouest de la France, une famille en sait quelque chose. Ces personnages, on ne sait pas de quoi ils sont capables. Terrorisés par les complotistes, Jérôme le père et Laetitia sa fille n'acceptent de témoigner qu'à visage caché. Il y a une crainte qu'un barjot vienne à la maison pour m'agresser, pour enlever les enfants. J'ai eu peur. Quand je marchais dans la rue, je regardais derrière moi, on devient psychopathe quoi. Tout commence en décembre 2008. Alors que la famille mène une vie tranquille, du jour au lendemain, sans aucune explication, Jérôme est injustement accusé par sa femme Sandrine d'avoir commis un crime odieux sur ses enfants. Son accusation, c'est que ma famille serait incestueuse et pédophile depuis des générations. On aurait des relations avec des hommes politiques, la gendarmerie, les juges, les avocats. Elle estime qu'on fait partie de ce réseau pédophile. À l'époque, Laetitia a 8 ans et ses 2 frères sont encore plus jeunes. La plainte déposée par Sandrine est rapidement classée sans suite. Mais un matin de décembre, la mère s'enfuit avec ses 3 enfants. On est parti dans une espèce de communauté végane, anti-consommation, un truc chelou encore là. Dès qu'il y avait des voitures qu'on connaissait pas qui commençaient à s'arrêter ou quoi, on se cachait. Après 2 ans et demi de cavale, la mère est arrêtée par hasard alors qu'elle fait du stop. Atteinte de troubles délirants, elle est déclarée pénalement irresponsable. Sandrine, bonsoir. Mais laissée libre, Sandrine est approchée par cet ancien gendarme, à la réputation sulfureuse. Merci d'avoir accepté cette interview. Son surnom, Stan Mayo. Dans le milieu complotiste, il s'est fait connaître en combattant les prétendus réseaux pédosatanistes. Vous êtes dans une situation sans issue. Juridiquement sans issue. Juridiquement sans issue. Et bon courage. Je ne peux vous dire que ça. Mais Stan Mayo ne va pas se contenter d'une interview. Le complotiste commence à traquer Jérôme et ses 3 enfants. Il met en place une surveillance digne d'un film d'espionnage. Les traceurs GPS auraient été placés soit dans les passages de roues ou les bas de caisse et le compartiment moteur. On était surveillés quand on allait à la piscine, les supermarchés, la plage, le collège, tous les lieux où on est allé dans la période où ils nous ont suivis. But de l'opération, trouver le meilleur moment pour approcher les enfants. Un après-midi, alors que Laetitia est au collège, Stan Mayo envoie finalement sa compagne. Nous, on jouait dans la cour qui est là-bas. Elle a dû passer par-dessus les grillages. Et à ce moment-là, j'étais toute seule et elle s'est approchée de moi. Elle m'a dit que c'était une amie à ma mère et qu'elle voulait des nouvelles de nous, si on était bien, si on n'était pas maltraités. Heureusement, un adulte aperçoit la scène et intervient. La complice de Stan Mayo prend la fuite. C'était le jour J du kidnapping. La demande de mon ex-femme, elle était claire, c'était de les récupérer, puisque encore aujourd'hui, son but, c'est de récupérer les enfants. L'enlèvement échoue, mais Stan Mayo gagne en popularité auprès des complotistes.
Pour échapper aux autorités françaises, il s'est enfui au Venezuela. Je choisis mes bananes avec soin. Avec sa compagne Jeannette, il joue les touristes et nargue la justice. Sur YouTube, cette vidéo de leur cavale cumule plus de 16 000 vues. C'est un peu comme les marchés aux puces chez nous en France. Pendant ce temps, Sandrine, la mère, est condamnée à 6 mois de prison avec sursis et n'a plus le droit d'approcher ses enfants. Elle lance alors un appel. Mes enfants sont en train d'être détruits intérieurement. J'ai besoin de vous tous. Aidez-moi. Début 2020, sur la messagerie cryptée du groupe One Nation, nous retrouvons sa trace. Sandrine se fait désormais appeler Sangavi et Alice Pazalmar, en personne, lui adresse son soutien. Coucou, je reviens pour que la vraie justice soit faite et pour accompagner Sangavi. Ces enfants sont prisonniers des réseaux pédocriminels depuis 9 ans. En janvier dernier, alors qu'elle n'a pas le droit de les approcher, Sandrine tente une nouvelle fois d'enlever ses enfants. Devant la maison familiale, elle est stoppée par des gendarmes. Bonjour, Sandrine. Non, Sangavi. Qu'est-ce que vous faites là? C'est un membre de One Nation qui filme la scène. Et comme tous les adeptes du mouvement, Sandrine ne reconnaît pas l'État français. Et pas intervenir comme ça, et vous avez juste à me donner des explications pourquoi il n'y a pas mes enfants. On n'a pas du tout à se soumettre à vos obligations. Non. On est quand même une nation, on est un peuple d'êtres humains. Ça, c'est votre avis. Oui, mais c'est pas l'avis général et c'est pas l'avis qui prédomine. Après, vous êtes sur le sol français, donc vous êtes soumis à la loi française. Confrontés à la réalité, les 2 membres de One Nation sont embarqués. Je ne suis pas soumis à votre système légal. Non, 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 non. Sandrine est condamnée à 2 ans de prison ferme. Aujourd'hui, elle purge toujours sa peine. Le délire complotiste de One Nation a brisé la famille de Jérôme. Le père vit aujourd'hui avec le poids des accusations de son ex-femme. Ça a modifié mes rapports avec mes enfants et les enfants en général. Presque, je repousse pour éviter tout contact et toute possible accusation de pédophilie, d'attouchement, de tout ce que vous voulez. Sa fille Laetitia ne pardonnera jamais à sa mère de l'avoir manipulée. Moi, je m'en suis voulu. Au fond, je savais que c'était faux. J'arrêtais pas de lui dire en plus que je me souvenais de rien, que c'était pas vrai. Je lui en veux beaucoup et je pense que je pourrais pas passer au-dessus. Jérôme et sa famille essayent aujourd'hui de se reconstruire. Sur Internet, le père est toujours accusé d'être un pédosataniste. Mais les choses pourraient bien changer, car la justice s'attaque désormais aux complotistes. À quelques kilomètres de Vichy, dans l'Allier, nous avons retrouvé Jeannette, la compagne de Stan Mayo. Le couple avait fui au Venezuela. Extradé vers la France il y a 1 an, Stan Mayo est aujourd'hui présenté au juge. Beaucoup de gendarmes quand même, hein, pour un seul homme. Le complotiste est poursuivi pour plusieurs affaires. D'abord, la tentative d'enlèvement d'enfants. Ils vont rentrer et on ne le verra pas. Sa compagne est toujours persuadée que Jérôme, le père, est un pédosataniste. La fille dit « Non, mon père ne m'a jamais touché ». Elle se rappelle même plus, elle a plus de souvenirs. Rien du tout, c'est comme une page blanche. Ça part dans le subconscient. Parce que c'est tellement insupportable d'avoir ça dans la conscience, donc ils vont le occulter, surtout s'ils sont obligés de vivre avec ces personnes-là. Mais Stan Mayo est aussi poursuivi dans une autre affaire. Le complotiste a tenté de se procurer des armes, car il est persuadé qu'une élite maléfique s'apprête à décimer la population. Ceci est un message de la résistance, la nouvelle résistance de France. Le chaos et la barbarie seront la norme des prochaines années, juste avant l'installation définitive du nouvel ordre mondial. Il ne faut plus participer à ce crime contre l'humanité. Dans son combat contre le nouvel ordre mondial, Stan Mayo a fédéré des complotistes partout en France. Ce jour-là, une dizaine a fait le déplacement. Ça va en pleine forme? Regarde. Bah écoute-moi ça, ouais. J'arrive de Nice.
Pour alimenter les sites complotistes, ils filment sans interruption. Pour eux, comme pour Jeannette, Stan Maillot est un lanceur d'alerte. Chaque citoyen est censé de dénoncer un crime en cours. Sinon, on peut être accusé pour ne pas le dénoncer. C'est notre devoir. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Il a dénoncé ce crime en cours, ce crime contre l'humanité, aux gendarmes, aux autorités. Et il se trouve en tôle. D'après les services de renseignement, Stan Maillot risquait de mener une action violente. L'ancien gendarme encourt aujourd'hui plusieurs années de prison. Chérie, c'est Stan Maillot qui fait l'honneur de la gendarmerie. Quelques loups solitaires comme Stan Maillot composent aujourd'hui la frange violente du conspirationnisme. Mais il existe aussi un mouvement devenu en quelques années la principale formation complotiste de France. Égalité et réconciliation a été créée en 2007 par Alain Soral, un homme régulièrement condamné pour ses propos antisémites. Le site conspirationniste cumule plus de 3 millions de visites chaque mois. Il propose ce stage, intitulé Au contact du réel. La promesse d'un retour à la Terre, avec des activités en apparence bon enfant. Il est organisé par un homme qui se fait appeler le Vénérable Marco. Il pratique les arts martiaux et se présente comme un simple paysan. Marc, 50 ans, paysan, français, chef de famille. Chef de famille, je ne suis pas fasciste. Mais dans cette vidéo, il tient des propos xénophobes. Racaille d'eau, racaille d'en bas, même tarif. Viendra l'heure pour eux de retourner dans leur patrie. Les Kamel à Bab el-Oued, Emmanuel au Barça et les Meyer à Tel Aviv. Gentiment, mais fermement. Nous décidons d'infiltrer le stage. Le prix, 500 €, directement encaissé par la société Culture pour tous, détenue par Alain Soral. Le stage se déroule dans les Pyrénées. L'endroit est reculé, loin de tout village. Au bout d'1 heure de marche, nous arrivons à ce campement. Autour de la bâtisse principale, un terrain pour planter sa tente. Ça va ? Une petite dizaine de participants est déjà sur place. Uniquement des hommes. Bon, vous venez d'où sinon là, pour tout ça? Vous allez loin quoi? Paris. Paris. Grand Est. Ariège. C'est le Vénérable Marco qui présente l'objectif du stage. En réalité, une formation au survivalisme. L'idée c'est de pratiquer certains savoir-faire, de retrouver un peu le contact avec des connaissances de base qui sont souvent perdues dans le monde moderne, on va dire, et qui pourraient servir pour des personnes qui ont un projet de retour rural. Donc ici c'est un peu l'extrême. Très vite, il montre des signes de paranoïa. Juste après, excusez-moi, je reprends parce que là, ça me travaille. Il y a quelqu'un qui a un appareil Bluetooth, là. Oui. J'ai vu avec des écouteurs, c'est ça? Non. Non. Pas d'écouteurs. Il scrute son téléphone, car il a très peur des ondes. Même ici, au milieu de nulle part, il est persuadé d'être espionné. Toi, t'es S20. T'as coupé? Bah, normalement, non. Ces vérifications, Marco va les faire tout au long du stage. Parmi les participants, les profils sont très variés. Un étudiant, un chef d'entreprise, un informaticien. Il y a aussi ce militaire à la retraite, persuadé que la fin du monde est imminente. Je suis complètement appelé ça collapsologue. Ça risque de devenir violent, très violent et sauvage pendant un laps de temps indéterminé. C'est branché aux bases autonomie. C'est l'occasion de prendre des contacts pour ça. Construire une base autonome durable, c'est l'obsession des survivalistes. Il s'agit d'un abri autosuffisant en eau et en nourriture, pour vivre en autarcie en cas de catastrophe. Pour cela, Marco a prévu une série d'ateliers. Module maçonnerie à la chaux. C'est plutôt des fondations qu'on va faire. Mais on va utiliser un mortier de chaux pour ça. Pourquoi t'étais venu?
Pour essayer de me débrouiller de façon autonome, si jamais on n'a plus le choix. Et plus le choix parce que on peut en mettre 8. Plus le choix parce que voilà, si le gouvernement nous impose de quitter notre profession parce qu'on va se faire vacciner, on n'aura pas le choix. On va apprendre à se débrouiller par soi-même. Oui, parce que toi, veut dire, rappelle-nous, tu es Je suis professeur de sciences, SVT. Ce professeur travaille dans un collège. Il est au contact de jeunes adolescents et tente de les endoctriner au quotidien. Ils ont entre 12 et 15 ans, donc tu sais, c'est l'âge où ça commence à cogiter un peu. Je leur mets des petites graines, quoi. Je fais ce que je peux. Je suis censé leur montrer à quel point la vaccination c'est bien, tu vois, dans les programmes, c'est ça. Et tu le fais du coup? J'essaie de discuter de sujets d'actualité, surtout avec le Covid, pour leur montrer les contradictions. Par exemple, de l'efficacité du vaccin. Donc, mais ça, je le fais qu'à l'oral. Je peux pas écrire ça dans le cahier, parce que moi, je suis mort après. Lors de l'atelier potager, nous remarquons une inscription sur son t-shirt. Le Grand Reset. Comme tous les participants, il croit en cette théorie selon laquelle des élites mondiales profiteraient de la pandémie pour asservir l'humanité. Est-ce que du coup, avec ce nouveau savoir, tu te sens prêt en cas du Grand Reset? Pas tout à fait encore. Il y a quelques points de détail à revoir. 1, 2. Voilà, bon, il est calé. À la nuit tombée, l'ancien militaire nous détaille cette théorie. Ils vont réduire au strict minimum. En fait, si on parle des 0,1% les plus riches, sont des milliardaires, je ne sais pas combien ils sont, mais des milliers peut-être moins. Comme qui savent maintenant qu'ils peuvent quasi tout automatiser, ils ont besoin de quelques techniciens ou ingénieurs pour faire tourner les machines. Ils n'ont plus besoin de nous. C'est une population qui est inutile. Voilà. Et s'ils nous conservent en tant que 7 milliards, c'est on est un danger potentiel pour eux de révolte, de mécontentement, etc. Alors ils ont dit, voilà, il faut les faire passer à 700 millions. Si tu n'es pas le nouvel homme qu'ils veulent créer pour leur nouveau monde, tu es leur ennemi. Selon eux, les élites voudraient supprimer 90% de la population mondiale. D'où la nécessité d'apprendre à vivre en autonomie. Parce que les canaux de distribution alimentaire, il y en aura, à s'arrêter. Et là, en fait, on va commencer à crever la dalle. C'est là où, oui, c'est parce qu'ils vont faire des coupures de courant, d'approvisionnement, puis les gens vont sortir de l'île pour aller dans les conteneurs. Ce sera des hordes sauvages. Le lendemain matin, le stage se poursuit avec une séance de réveil musculaire. Puis, une initiation à la boxe. 1, 2. 1, 2. Je ne passe pas trop fort, ça va. Non, c'est bon. Pas plus, par contre. Au petit déjeuner, nous engageons la discussion avec cet homme. Il est chauffeur routier en intérim. Tu te vois comme un complotiste? Moi, je suis pas du tout complotiste. Il y a des comploteurs qui complotent contre nous, mais ils complotent même plus parce que le plan est affiché pour celui qui fait les recherches par lui-même. Je complote en rien, moi. Moi, je suis rien du tout. Je suis juste quelqu'un qui se renseigne. L'homme a sombré dans le conspirationnisme après les attentats commis par Al-Qaïda aux États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est qu'après les attentats du 11 septembre, pas tout de suite après, mais un coup, j'ai été dans un bar à côté de chez moi. C'est un mec qui m'a ouvert la voie, le patron du café, il me dit il y avait des explosifs. J'ai regardé plein de films, des reportages, et là, c'était clair que la version officielle ne correspondait pas. Depuis, il est adepte de toutes les théories du complot. Pour lui, la Terre n'est pas ronde. Moi, je crois qu'elle est ni ronde ni plate. C'est un gros rond quand même, quoi. À la fin, j'ai fait le tour, moi, donc... Ouais, mais est-ce que t'as vraiment fait le tour? Tu t'étais pas vu faire un tour autour d'une planète, enfin, je sais pas. La conquête spatiale serait un vaste mensonge. Je mets fortement en doute qu'ils ont des robots sur Mars qui prennent des photos de Mars. Il t'explique que c'est pour l'histoire de payer les impôts, et de nous faire croire que la NASA et tout ça, c'est important. NASA, tu rajoutes un T, c'est l'anagramme de Satan aussi. Mais de toute façon, ils nous mentent surtout. Si certaines croyances prêtent à sourire, d'autres sont profondément racistes et antisémites. Le soir, l'ancien militaire tient des propos négationnistes. Moi, je suis ni pour ni contre les chambres à gaz. Je dis, prouvez-moi quels gens existent. Montrez-moi des photos qui ont été prises en 45, quand on a libéré les camps, les machins, les trucs. Il n'y a pas. Si tu t'attaques aux juifs, alors pouvoir, et tu remets en question la Shoah et les chambres à gaz, putain, tu prends un bon taux, là. Ces propos tombent sous le coup de la loi. Mais il ne s'arrête pas là. Selon lui, les Juifs auraient un plan secret pour dominer l'humanité. Ils auraient orchestré l'immigration maghrébine en Europe pour y déclencher une guerre de civilisation et profiter du chaos. Chez Pablo, dans les années 80,
Il n'y avait pas d'arabe, il n'y avait pas de crapulerie. Puis on a commencé à avoir 2-3 arabes à l'école. Puis en grandissant, j'ai commencé à avoir des problèmes avec eux simplement parce que je les regardais. Puis je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on fait venir en Europe toute l'immigration maghrébine et pas les Blancs? Après là, je suis venu, je me suis dit, mais est-ce que ce sont les Russes qui sont derrière tout ça? Et puis je suis tombé sur OR, j'ai parlé des Juifs ouvertement, et j'ai dit, oh putain, c'est vrai que les Juifs, moi, c'était complètement abstrait, quoi. Parce qu'ils avançaient masqués, cachés, depuis 2000 ans, quoi. Alors pour se préparer, l'ancien militaire veut compléter son stock d'armes. Est-ce que t'as quoi? J'ai un 22 avec une lunette silencieuse et j'ai un vieux Lienfield. Bon, moi c'est pas défiant, je suis preneur. Ouais, le truc c'est que c'est bien les armes, mais après il faut se constituer des communautés, c'est-à-dire ça, il ne faut pas être seul. Vous puissiez constituer des unités locales territorialisées là, sur lesquelles voilà, on vous assurer la sécurité de l'ensemble qui vit sur cette façon. Parce que les armes c'est bien, mais quand t'es seul et puis qu'on passe à une horde, oui, c'est quoi. C'est débordé. Cette frange, radicale et raciste du complotisme, inquiète particulièrement les autorités. Car le 22 décembre 2020, l'un de ses membres fait un carnage dans le centre de la France. Il tue 3 gendarmes. C'est une véritable scène de guerre. Des centaines et des centaines de douilles, la maison incendiée, un individu surarmé. Le survivaliste Frédéric Limolle consultait régulièrement des sites internet conspirationnistes. D'après les services de renseignement, la complosphère compte de plus en plus de membres violents, dont certains sont issus de l'ultra-droite. Presque 1h du matin, quelque part dans l'est de la France, nous avons rendez-vous avec 2 survivalistes qui souhaitent rester anonymes. L'un se fait appeler Léo. Personne ne naît avec l'idée un jour je vais être obligé de me défendre, un jour je vais être obligé de... Non, je me découvre malheureusement, c'est comme ça. L'autre veut qu'on l'appelle Shane. Moi je pense qu'il faut être préparé au maximum de situations. Les 2 jeunes hommes ont une vingtaine d'années. Membres de l'ultra-droite, ce sont des fous d'armes. En France, il y a énormément de personnes qui, dans le cadre de la défense de domicile, s'achètent une arme. Tout ce qu'on veut, c'est l'avoir chez nous et continuer notre vie. On nous laisse un peu tranquille, quoi. Tout simplement, de toute façon, on est déjà suffisamment surveillés en matière d'armes. Mais à un moment, ça va, quoi. Léo et Shane ont accepté que nous les accompagnions pour un week-end à faire froid dans le dos. Pour atteindre leur destination, ils vont rouler plus de 1500 km. Et dès le départ, l'ambiance est un peu particulière. Identité française? Je sais pas, je la cherche. Bah, il reste nous, quoi. Ouais. D'après Léo et Shane, des élites feraient volontairement entrer un grand nombre d'immigrés en France. On vit dans une société où c'est possible de contrôler des millions de Français, de savoir ce qu'ils font, de surveiller leurs déplacements par rapport à ce fameux pass sanitaire, ça c'est possible. Par contre, contrôler l'immigration, ça on sait pas le faire, ça c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule quand même. Le but de ce complot serait de faire disparaître ceux qu'ils appellent les Français de souche. Tu fais venir des centaines de milliers de personnes du même peuple, avec une même culture, une culture très forte. Il n'y a pas d'assimilation, il n'y a pas de vivre ensemble dans la joie et la bonne humeur. Je vois pas comment ça va s'arranger, mais... On peut rien faire, nous tout ce qu'on fait c'est se défendre, point barre. Cette théorie complotiste et xénophobe, c'est celle du grand remplacement. Le lendemain, après 18 heures de route, nous atteignons la frontière polonaise. Shane et Léo ont rendez-vous à quelques kilomètres de Varsovie, dans ce stand de tir. Les 2 survivalistes ont déboursé 400 € chacun pour apprendre à utiliser des armes de guerre. Et ils ne sont pas les seuls. Un autre Français d'une vingtaine d'années et 3 Belges vont aussi suivre le stage. L'instructeur, cet ancien soldat polonais. Et ses premières consignes sont pour nous. Il y a une caméra ici, donc les journalistes connaissent la règle, pas de visage. Shane et Léo n'ont ni permis de chasse, ni licence de tir. Mais grâce à des lois sur les armes beaucoup plus souples qu'en France, si c'est interdit de faire ça dans votre pays, c'est pas mon problème. Ici, les stagiaires se retrouvent avec un pistolet dans la main, en à peine quelques minutes, au risque de frôler l'accident. Vous faites confiance à ce mec, tout le monde? C'est chargé ou pas? Pas chargé, enfin, pas là.
C'est chargé ou pas? Ok, donc on peut pas te faire confiance. Peut-être qu'on va te faire confiance à toi. Donc il est pas chargé. Le stage n'est pas une simple initiation aux armes. La formation est quasi militaire et l'instructeur donne le ton, immédiatement. Ok tout le monde, en position de pompe. Je dois toujours vérifier l'arme de l'instructeur. Ok? Chaque stagiaire a le droit à 200 cartouches. Et tous les exercices se font à balles réelles. Pendant les heures qui suivent, les deux survivalistes vont apprendre des techniques d'assaut, d'habitude réservées aux forces d'élite. Le tir en mouvement. Ou depuis un abri. Comment tu tiens ton arme? Je t'ai appris ça, moi. La première fois, on fait ça très moyen. La deuxième fois, déjà, c'est comme si on est pris un niveau, quoi. Les stagiaires apprennent aussi l'attaque en position allongée. Il faut être complètement idiot pour se tirer dans la jambe. Si vous faites ça, vous méritez de mourir. Aucune distance de sécurité n'est respectée. Pour ces amateurs, l'exercice est extrêmement dangereux. Enfin, avec une cible qu'ils ont eux-mêmes dessinée, ils s'entraînent à neutraliser un ennemi. Au corps à corps. C'est qu'un début, c'est plutôt pas mal. Installé à Varsovie depuis 2012, l'organisateur de ces stages plutôt musclés est un Français. Grégory Leroy, 34 ans, s'est rapidement fait un nom auprès des tireurs de l'ultra-droite. Je t'offre une nuit. Non, c'est par cash. Si tu fais virement, il y a plus la TVA. Cette année, ce businessman du tir de combat a formé 140 élèves. Une augmentation de 50% par rapport aux autres années. Tu peux regarder la vue. Grégory ne s'en cache pas. Il accueille les complotistes à bras ouverts. Cette parano, cette peur que tout s'effondre, ça les fait se préparer. Donc ils se cultivent, ils s'intéressent à plein de choses. Et on peut avoir des débats intéressants. Donc pour moi, c'est des gens intéressants. Donc les complotistes sont les bienvenus? Tout à fait. Les complotistes sont bienvenus à mes stages. Aucun problème. Grégory Leroy reprend même à son compte la théorie du grand remplacement. Les Français blancs, on va dire, vont progressivement être minoritaires, tout simplement parce que, en observant les chiffres de la natalité, quoi. Pourtant, cette affirmation est fausse. D'après l'Institut national d'études démographiques, l'immigration contribue faiblement au taux de fécondité en France. Le lendemain, les stagiaires vont passer au niveau supérieur. L'instructeur met à leur disposition des fusils d'assaut. À table, les filles. Les stagiaires vont tirer en mode full automatique. C'est strictement illégal en France. Quand vous tirez, vous n'arrêtez pas. Vous videz le chargeur en un seul coup. Allez, à la russe, tape dessus. T'es prêt? Tout d'un coup. 60 cartouches en à peine 3 secondes. Comment c'était? Plutôt rapide, hein? Shane, lui, va tirer avec un AK-47, l'arme utilisée par les terroristes lors des attentats du 13 novembre. Là, tu peux pas filmer, ça, je suis désolé, mais tu dois couper ta caméra. Grégory nous empêche de filmer, car pour les stagiaires, tirer avec ce calibre est illégal. Je comprends au Bataclan ce qu'ils ont pris là, tu vois. Donc c'est assez violent, quoi. C'était ça? Bah ouais, c'est ça. Avec son stage, Grégory Leroy risque de former des gens violents, qui seraient ensuite capables de mener une attaque armée. Mais il minimise le danger. La probabilité est tellement faible, elle existe évidemment, mais elle est tellement faible. Mais c'est comme une voiture, je veux dire,
Demain, tu loues une bagnole, tu peux donner un coup de volant, et là, pourtant, tout le monde roule en voiture, quoi. Tu vois, la circulation continue, et bien, de temps en temps, tu as quelqu'un qui pète un plomb et écrase. Voilà, quoi, tu vois. Selon nos informations, Grégory et son stage sont surveillés par la DGSI. Pour Shane et Léo, c'est l'heure du retour. Alors la suite du programme, c'est... Il n'y a pas que des bons côtés quand on part en vacances, ça c'est malheureux. Mais 17 heures de route. Mais bon, ça les vaut. En France, il y aurait plus de 15 millions d'armes en circulation, dont la majorité détenues illégalement. Si certains complotistes se radicalisent, d'autres reviennent à la réalité. Dans le nord de la France, Sylvaine a cru pendant des années aux théories du complot. Ce qui était compliqué, c'est le vécu avec mon ex. À chaque fois qu'on voyait des traînées d'avions, il criait « chemtrail, chemtrail » et des chemtrails. Les chemtrails, une théorie selon laquelle les traînées blanches des avions seraient des produits chimiques délibérément déversés par les gouvernements. On va l'attendre là. En réalité, il ne s'agit que de condensation. Mon fils. Le fils de Sylvaine est né d'une précédente relation. Mais lui aussi a subi l'obsession complotiste de son ex-compagnon. C'était ça que tu faisais? En parlant, hein, il ne faisait pas exprès. Il vous disait qu'il pensait que c'était quoi, Cécile? Que mon fils était un sataniste. Parce qu'il faisait les gestes. Sylvaine a rencontré son ex sur Internet, à un moment de sa vie où elle était psychologiquement fragile. D'après elle, cette détresse est un trait commun à beaucoup de conspirationnistes. Je pense sincèrement que ceux qui tombent dans le complotisme ne sont pas équilibrés. Ils ont soit, comme moi, de la dépression, pour X raisons de leur vie, il s'est passé quelque chose. Soit ils ont une pathologie psychiatrique plus importante, ou soit c'est des sociopathes, soit c'est des psychopathes. Les propos du compagnon de Sylvaine sont de plus en plus violents. Il dit vouloir se procurer une arme pour tuer ce qu'il appelle les pédosatanistes. C'était en 2018 et dernièrement c'était qu'il voulait tuer des collabos nazis à masque, c'est-à-dire nous. Quand il faisait ses crises ou qu'il parlait en criant, ça me faisait un peu peur parce que on aurait dit qu'il parlait avec un fantôme. Il y a 6 mois, à bout, Sylvaine finit par quitter son compagnon et abandonne ses croyances. Comme dans une secte, elle se met toute son ancienne communauté à dos. En fait, il croit qu'on s'est fait avoir par l'élite sataniste. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous jettent. Ils nous rejettent méchamment. On est bloqués de tous les côtés. Et puis, on est vu comme la bête noire, quoi. Et puis, il y en a un qui m'a dit « T'inquiète pas, un jour, on t'aura. » Aujourd'hui, psychologiquement éreintée, l'ancienne complotiste est très dure avec elle-même. Il faut savoir se remettre en question. Même se dire qu'est-ce que j'ai été conne de croire à tout ça. Il reste des traces. On n'en sort pas indemne. Et il y a toujours la question du est-ce que c'est vrai ou pas. Au cours des 5 dernières années, les signalements liés au conspirationnisme ont augmenté de 40%. Il y a 2 mois, le gouvernement a donc créé une commission spéciale chargée de lutter contre le complotisme et la désinformation. Pour diriger cette nouvelle commission, l'Élysée a choisi un sociologue, spécialiste des croyances collectives, Gérald Bronner. Créé à l'initiative du président Emmanuel Macron, son groupe de réflexion doit prochainement formuler un rapport pour lutter contre la propagation des théories du complot. Gérald Bronner, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez écrit récemment Apocalypse cognitive, publié chez PUF, qui s'intéresse aux processus mentaux qui conduisent notamment à des dérives complotistes. Vous êtes également président d'une commission qui s'appelle Les Lumières à l'ère du numérique.
Alors, vous vous intéressez évidemment aux faces sombres de cette ère du numérique et des comportements sur les réseaux sociaux. Vous avez regardé ce document. Ce qui est intéressant quand même, c'est ce témoignage incroyable de Sylvaine qui dit qu'elle en est sortie, mais que tout ça laisse évidemment des traces. Est-ce qu'on peut sortir totalement du complotisme? C'est la tragédie du croyant, il reste toujours quelques traces, il y a toujours un doute. Il y a beaucoup d'études qui montrent par exemple que pour les phénomènes sectaires, on peut sortir d'une secte et re-rentrer dans une autre secte. C'est-à-dire qu'on abolit un certain nombre d'éléments qui étaient présents dans cette secte, mais le socle de la croyance, lui, il peut demeurer. Et c'est le cas aussi pour certains conspirationnistes, bien sûr. Mais donc, est-ce qu'il y a des prédispositions de caractère ou mentales? Oui, alors il y a effectivement un certain nombre de variables qui prédisent que vous avez plus de chances de verser dans le conspirationnisme que d'autres personnes. La caractéristique, souvent dans les sectes, c'est des gens qui ont un niveau d'études supérieur à la moyenne nationale, mais qui ont un peu raté leur vie. Donc en fait, c'est le taux de frustration relative. Et donc voilà, il y a cet écart entre ce à quoi j'aspire, je pensais avoir droit, et ce que la vie m'a donné. Et cet écart-là provoque une sorte de rage sociale qui vous conduit à des récits alternatifs. Mais ce qu'il faut dire, et ce qui est, je crois, le plus important, c'est que nous pouvons tous basculer dans la croyance en général et dans les croyances conspirationnistes en particulier. Il ne faut pas croire du tout que les conspirationnistes sont fous. Dans certains cas, ils le sont, mais ce n'est pas du tout un trait général. Mais c'est ce que vous développez dans votre livre « Apocalypse cognitive », qu'on a plus de temps de cerveau disponible pour réfléchir, pour se cultiver. Et malheureusement, c'est un paradoxe de l'époque, on n'a jamais été aussi, semble-t-il, attiré par ces dérives complotistes et par ces solutions simplistes. Ben oui, c'est ça, plus de disponibilité mentale et plus d'informations disponibles. On aurait dit que dans cette équation, on allait aboutir vers une société de la connaissance, des lumières précisément, mais c'est pas tout à fait ce qui se produit. Et ce qu'on est en train de découvrir, c'est que la rationalité et les propositions de la science en particulier sont pas toujours les plus compétitives. Un certain nombre de propositions, comme le conspirationnisme, en effet, nous proposent d'expliquer le monde de façon simpliste, souvent en le rapportant à une seule cause, à un seul groupe malveillant. Mais c'est la peur qui déclenche cela, ce besoin d'explications simplistes? La peur, la frustration, la colère, l'indignation que nous pouvons ressentir face au hasard, par exemple. Le surgissement de la pandémie, nous sommes tous posé la question, d'où vient-elle? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des responsables là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur humaine? Vous voyez bien que nous avons une tentation de réclamer au réel des explications, mais quand deux événements surviennent ensemble, quand il y a une corrélation, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une causalité. Par exemple, le développement de la 5G et la pandémie, mais ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un lien entre les deux, ça n'a pas de sens. Et notre cerveau a beaucoup de mal à faire une place au hasard. Alors le complotisme sont des théories qui ont toujours existé finalement, avant même la Révolution. Bien sûr, c'est pas la modernité, notre contemporanéité qui a inventé les théories du complot, mais disons que ces théories du complot trouvent à s'exprimer de façon très puissante dans la configuration, je dirais technologique, qui est la nôtre, celle des réseaux sociaux, où tout le monde peut proposer sa théorie surtout, de dire que jusqu'à présent, ce qu'on nous disait de l'histoire, de l'actualité est faux, que la vérité se cache ailleurs, comme on disait dans une série télé célèbre des années 90. Alors c'est vrai, le droit au doute, ça existe, c'est fondamental en démocratie, mais ce qu'on fait normalement dans le journalisme, et en particulier dans la science par ailleurs, c'est que tout droit s'accompagne de devoirs, c'est-à-dire qu'on pratique des comparaisons, on va pratiquer l'échantillon témoin, les protocoles en double aveugle en médecine, pour essayer d'administrer la preuve. Les conspirationnistes, eux, ne pratiquent pas comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une théorie, et ils vont chercher dans le réel des éléments qui vont confirmer cette théorie, et ils vont trouver des centaines d'arguments, c'est ce que j'appelle des millefeuilles argumentatifs. Par exemple, pour Charlie Hebdo, vous vous rappelez sans doute qu'il y a beaucoup de théories du complot qui ont apparu. Bien, le jour même des attentats, il y avait déjà plus de 20 arguments en faveur de la théorie du complot. 4 jours après, il y en avait plus de 100. Et rappelez-vous que cette théorie, elle a apparu donc dans l'heure. Alors que, par exemple, pour le 11 septembre, pour d'autres théories précédentes, il fallait au moins un mois pour voir un récit alternatif apparaître. Donc, ce que notre contemporanéité apporte aussi, c'est, je dirais, qu'ils vont plus vite que jamais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène de récompense, un sentiment de contrôler un événement qui vous échappe? Oui, il y a une satisfaction intellectuelle forte. Même quand on fait de la science, tout à coup, il y a des éléments qui paraissent disparates et on trouve une théorie qui permet de les relier. Donc, vous voyez, il y a un cousinage entre ce genre de découvertes. Il y a en effet une récompense psychologique. Puis il n'y a pas que ça. Dans les réseaux sociaux aussi, les récompenses viennent de l'approbation des individus dans le monde numérique qui vous ressemblent, qui pensent comme vous et qui applaudissent à tout ce que vous pensez. Eh bien, ça dérègle en quelque sorte le calibrage social. C'est-à-dire que vous avez l'impression que dans le fond, tout le monde pense comme vous. Alors, vous êtes intéressé, j'imagine, à travers les travaux de cette commission, aux jeunes.
Oui. Il paraît qu'ils sont plus perméables, dit-on en tout cas, à ces théories complotistes. Les jeunes en général s'informent plus que les autres classes d'âge sur les réseaux sociaux et ils ont tendance à y croire plus que les autres classes d'âge, tout simplement parce que les croyances sont aussi fondées sur un mécanisme d'affiliation. C'est-à-dire que vous avez tendance à croire vos amis, vos proches, mais malheureusement, ce type de mécanisme d'affiliation dérape dans le cadre des réseaux sociaux parce qu'on a l'impression d'être entouré d'amis. Sur Facebook, vous avez des amis, vous en avez des centaines. La plupart, vous ne les connaissez pas.